Bonjour à tous, bonjour à nos abonnés d'Omerta, bonjour aux abonnés de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans le cadre d'une nouvelle édition du Grand Entretien, je reçois Béatrice Brugère, qui est secrétaire générale Unité Magistrat FO. Bonjour Béatrice. Bonjour Régis. Alors, à votre place, la semaine dernière, j'avais Mathieu Vallet, qui lui était aussi représentant d'un syndicat de police. Alors, on va beaucoup parler du tandem, s'il en est un, police-justice. Je vais vous poser d'abord la même question qu'à Mathieu Vallet. On voit souvent votre visage à la télévision, mais on ne vous connaît pas vraiment. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments en plus? Est-ce que vous pouvez vous décrire? Uniquement sous la torture. Alors plus sérieusement, moi je suis tout simplement une magistrate maintenant depuis plus de 20 ans. Donc avec un parcours peut-être un petit peu plus atypique qu'un parcours de juriste, puisque j'ai fait des études de lettres et d'histoire avant de devenir magistrate. Et puis après, je suis particulièrement sur le pénal. C'est-à-dire que j'ai toujours exercé des fonctions qui étaient des fonctions de pénal. Donc j'étais au parquet, donc les magistrats qui requièrent, à différentes fonctions. Et notamment, j'ai exercé en cour d'assises dans le Nord, qui a été une très très belle expérience en début de carrière. J'ai eu quelques fonctions aussi à la chancellerie. Vous pouvez nous décrire quelles affaires vous aviez traitées à l'époque? Alors, à la cour d'appel de Douai, j'avais surtout des dossiers criminels qui tournaient soit sur des meurtres, des assassinats, beaucoup d'affaires sur les affaires sexuelles, malheureusement, qui concernaient parfois la pédocriminalité ou des viols. Voilà. J'ai eu aussi une expérience en début de carrière un peu particulière, puisque j'ai été nommée quelques mois à Boulogne-sur-Mer, où il y avait une grosse tension sur Sangatte, que tout le monde connaît maintenant, et sur tout le trafic de migrants. Donc c'est des contentieux un peu particuliers. Quand on est jeune magistrat, on n'est pas nécessairement préparé à ça. Et puis j'ai eu, je ne sais pas si on peut dire l'opportunité, mais en tout cas de connaître le dossier Outreau, puisque j'étais de permanence ce jour-là. Et donc c'est moi qui était le magistrat qui a saisi pour enquête ce dossier, que j'ai suivi après un peu plus de loin, mais qui a été aussi un dossier très propice à la réflexion, tant sur l'institution que sur le traitement médiatique de ces affaires, et de la fragilité aussi des magistrats qui peuvent être pris dans une espèce de tourbillon à la fois politique, médiatique, qui parfois leur échappe et dont on connaît les suites, puisque le dossier Outreau a été un dossier qui a marqué l'histoire, je crois, de la justice contemporaine. On a un peu tendance à l'oublier, justement, vous parlez de cette fragilité des magistrats. Aujourd'hui, on parle plutôt de la fragilité des policiers, qui a été démontrée, ou en tout cas qui est sous le feu de la rampe en ce moment. Le tandem, ce que j'évoquais en introduction, police-justice, aujourd'hui, vous l'avez vu, vous avez 20 ans de carrière, ça marchait mieux avant ou ça s'est dégradé? Alors vous savez, les relations d'abord sont d'abord des relations humaines avant d'être des relations institutionnelles, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est aussi ce qui fait l'intérêt de nos métiers, qui sont des métiers qui sont quand même sur l'humain. Après, il y a des relations institutionnelles qui sont importantes à organiser et à penser et à structurer. Je crois qu'aujourd'hui, on a changé un petit peu de monde, entre guillemets, pas parce que les affaires sont plus difficiles ou que la criminalité est très différente, parce qu'en fait, on est dans une séquence politique de remise en cause très claire de tout ce qui a trait à l'autorité. Et nécessairement, ça a des répercussions aussi sur les relations institutionnelles. Mais je dirais que quand même, dans l'ensemble, les relations sont plutôt bonnes avec les magistrats du parquet, puisqu'en fait, on travaille au quotidien avec la police. Et ce que parfois on a du mal à comprendre, c'est qu'en fait, on est totalement interdépendants les uns des autres. C'est-à-dire que la police, si elle ne nous apporte pas les affaires, si elle ne travaille pas bien, nous, en fait, on est, j'allais dire, au chômage technique, puisqu'en fait, on ne travaille que sur ce que la police nous apporte. Et également, la police a besoin d'avoir une bonne direction et d'avoir des bonnes relations
relation avec les magistrats pour pouvoir mener à bien aussi le travail qu'ils font. Et le surveiller aussi, parce qu'on oublie aussi que la police judiciaire, elle est aussi sous le contrôle de la justice. Donc c'est une interdépendance qui doit toujours trouver un point d'équilibre. Et quand il y a un peu de dérèglement ou un petit peu de pression, c'est vrai que ça peut vite partir, j'allais dire, ça peut avoir des conséquences. Donc tout ça est à la fois de l'ordre de l'humain, mais aussi de l'ordre de l'organisation. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, notre organisation peut faire face aux nouvelles menaces, à la pression médiatique, aux postures politiques qui sont celles de notre société. Il faut bien avoir en tête qu'en France, il y a quand même une ambiance très singulière qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les autres pays européens sur les rapports qu'a la population avec sa police et avec sa justice. Tous les sondages récents montrent quand même un déficit de confiance sur l'activité de la justice. Et on a l'impression que ça contamine aussi nos partenaires qui ont l'air aussi de perdre confiance en nous. Et puis, vous avez un deuxième mouvement qui est celui d'attaque frontale, à la fois de la part des délinquants vis-à-vis de la police, qui deviennent des cibles, mais aussi d'attaque politique sur l'action même de la police en France. Donc, tout ça doit être pris dans sa globalité. Je crois que le danger, ça serait de trop séquencer tout ça et de prendre une séquence politique, une séquence médiatique pour en faire une analyse, j'allais dire, définitive. C'est pas vrai. En fait, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça évolue dans le temps et ça évolue aussi par rapport à un contexte social et politique qui nécessairement a des conséquences aussi sur les pratiques. Moi, je suis toujours très étonnée. Et je crois qu'on ne le dira jamais assez, mais peut-être que votre invité aussi, que vous aurez comme commissaire de police, le dira, du nombre de suicides dans la police. On ne peut pas rester indifférent. Le suicide, c'est quand même la violence extrême que l'on se fait à soi-même. Et ça révèle quand même beaucoup de choses sur aujourd'hui l'institution policière. Alors, comme vous avez une longue carrière dans la magistrature, parlons un tout petit peu du temps médiatique, c'est-à-dire que vous avez vu une accélération avec l'irruption des chaînes info qui n'existaient pas il y a 10 ans, qui n'avaient pas et puis tous les réseaux sociaux, etc. Est-ce que aujourd'hui on n'a pas un problème entre le temps de la police qui suit de l'action, de l'arrestation, alors parfois il y a l'enquête qui prend un peu plus de temps, mais en général c'est des interventions, et puis le temps de la justice qui est long, et puis cette exigence de justice avec ce qu'on appelle le fameux tribunal médiatique aujourd'hui. Alors vous avez raison, le temps, qui est la mesure de l'homme, est extrêmement intéressant à analyser dans une société qui va très vite, qui va tellement vite que les informations, quand elles sont fausses, ne sont jamais contredites après. Et elles laissent aussi des traces. Donc moi, je crois qu'on peut plus se contenter de dire le temps de la justice est un temps long, le temps médiatique est un temps court, tant pis, faisons comme ça. Et les médias font leur travail, la justice font leur travail, et puis chacun s'y retrouvera. Je crois que c'est plus possible de continuer comme ça. Je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie révolution culturelle ou une prise de conscience, en tout cas de la part de la justice, pour s'adapter à cette demande. On peut la critiquer, mais elle est là. Et si on n'est pas là, les autres y seront. Je m'explique. C'est-à-dire que si la justice ne prend pas le virage d'une vraie communication, qui n'est pas une communication institutionnelle, classique, que l'on connaît, mais une vraie communication pédagogique, qui puisse justement contrebalancer un grand principe qui est mis à mal tous les jours par le temps médiatique, qui s'appelle la présomption d'innocence, je crois que là, on ne sera pas au rendez-vous, en tout cas sur l'équilibre démocratique qu'une société attend, de la possibilité de rendre déjà justice à ceux qui sont déjà lynchés ou jugés sur des plateaux médiatiques. Donc là, il y a une vraie réflexion qui va plus loin qu'une communication classique, institutionnelle, que l'on connaît dans des exercices où le procureur parle, etc. Ce n'est pas le cas, il va falloir y réfléchir. Dans le code de procédure pénale, ne peut parler aujourd'hui, et ça c'est intéressant de le rappeler, puisque tout le monde parle, que le procureur de la République. Ça c'est institutionnalisé comme ça. Alors à la fois on peut le regretter, moi je ne pense pas, mais à la fois parfois les procureurs ne parlent pas beaucoup non plus, ou quand ils parlent, ils n'ont pas nécessairement la pédagogie nécessaire ou l'anticipation de ce qui va arriver. Et souvent,
on s'aperçoit que l'incompréhension, le décalage, ou en tout cas ce qui fait tout d'un coup une affaire médiatique, vient d'une absence de bonne communication de la part des acteurs. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, mais fondamental, sans que la justice devienne un acteur de com, parce que ça ne serait pas son rôle. Je crois qu'elle doit quand même endosser une fonction dans une société qui a besoin, et en tout cas qui vit autant de la communication, une fonction beaucoup plus importante de communication. Alors après, moi j'ai la chance, parce que aujourd'hui je suis à la tête d'un syndicat de magistrats, d'avoir une liberté de parole un peu plus large. Et c'est un peu aussi comme ça que je conçois mon rôle aujourd'hui. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, on vous voit un peu, parce que je trouve intéressant et important de faire aussi cette pédagogie à notre niveau. C'est-à-dire que quand on vient... Alors, l'idée, c'est quand même de ne pas parler des affaires en cours, parce que d'abord, sur le plan déontologique, on ne les connaît pas, donc il serait bien imprudent, mais de faire une pédagogie sur ce qui se passe. Ce que je ressens, c'est que la justice est quelque chose de très lointain, de très compliqué pour les citoyens, et ce que le temps médiatique donne souvent, c'est une image très binaire, le bien, le mal, très caricaturale. Oui. Et puis, pour vous, quelque part aussi, avec cette vision du magistrat qui serait quelque part de gauche, défenseur du délinquant, et du policier qui serait de droite, défenseur de la victime. Alors, ça, c'est tout le débat de notre société. C'est-à-dire que la communication aujourd'hui, que ce n'est pas nécessairement propre à la justice. C'est un peu caricatural ce que je dis. Mais... Non, et celle-ci, c'est-à-dire qu'on vous oblige à prendre parti dans un camp. C'est-à-dire que le débat devient un combat. Donc, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire qu'on vous dit dans quel camp vous êtes. Et une fois qu'on vous oblige à prendre un camp et qu'on vous étiquette, à ce moment-là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous êtes dans une vision extrêmement binaire, et c'est ce que les plateaux télé souvent recherchent, avec ce côté punchline, de la petite phrase, du combat, justement, qui n'est pas celui du débat. Or, moi, je pense qu'il y a, et c'est un très joli livre d'ailleurs de Jean Birnbaum, il dit le courage de la nuance. Je pense que la nuance est quelque chose absolument d'essentiel dans notre société, parce que s'il n'y a pas de nuance, il n'y a que de la violence, et ça trompe les débats. Or, la justice engage, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, le débat démocratique, qui est un débat quand même d'équilibre et de modération. Sinon, en fait, et on le voit souvent, on se trompe, et à ce moment-là, il y a aussi, ce que je disais tout à l'heure, des victimes collatérales. La présomption d'innocence, la manière dont on traite, et dont vous, les journalistes... Exactement, alors le secret de l'instruction. En fait, c'est le secret de l'enquête, plus exactement. Il est presque là pour être violé à chaque fois, en fait. Oui, alors avec... oui, mais c'est les policiers, oui, c'est les magistrats. J'allais dire, peu importe qui c'est, le résultat est là. Et je crois qu'il faut en effet sanctuariser ce secret, pas pour être secret, mais pour protéger tous les acteurs, y compris les acteurs qui sont les policiers, les magistrats, voilà. Je voudrais maintenant aborder un phénomène, un événement qui s'est produit il y a quelques jours, qui concerne les policiers. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en revenant de Nouvelle-Calédonie avec Emmanuel Macron, a presque, on pourrait dire, fait sécession avec les syndicats les plus extrêmes de la police, réclamant l'impunité totale pour les policiers fautifs, des tribunaux d'exception, un statut dérogatoire en cas de mise en cause et une modification de l'article 144 du Code de procédure pénale. Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position d'un ministre ? Est-ce que la police est-ce qu'on s'écarte de l'état de droit et on est dans un cadre d'une exigence de juridiction d'exception pour la police ? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit exactement tous les termes retenus par le ministre de l'Intérieur. Non, je ne le cite pas, mais Oui, alors, en fait, le point important dans ce que vous avez listé, c'est un statut privilégié ou spécial pour la police. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est d'avoir un statut adapté. C'est-à-dire, l'idée n'est pas d'avoir un privilège, ce qui serait complètement bizarre et antidémocratique pour une catégorie de citoyens qui sont, alors on a entendu ça dans les débats, sont-ils au-dessus des lois, en dessous des lois, etc. La question, ce n'est pas d'être au-dessus des lois, ni en dessous d'ailleurs. La question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le traitement judiciaire est adapté
a une fonction particulière qui est celle des policiers, qui sont des hommes chargés d'une mission de service public, donc qui ne sont pas des citoyens comme tout le monde, qui sont donc assermentés, et qui ont aussi une autre spécificité, c'est qu'ils sont armés, ce qui est quand même un statut particulier, et qui ont la possibilité d'utiliser ces armes. Donc bien évidemment, dans des conditions qui sont celles d'une société très éruptive, avec une violence qui ne cesse d'augmenter, en tout cas à l'égard des forces de l'ordre, avec, et on le voit, les chiffres parlent d'eux-mêmes, une absence totale de respect de l'autorité, puisqu'on a une multiplicité de rébellions, d'insultes et de refus d'obtempérer, pour faire simple. Donc la question, c'est aujourd'hui, est-ce que la manière dont ils opèrent, avec ce statut particulier, avec cette mission qui est une mission à la fois périlleuse et absolument indispensable pour la paix civile, c'est-à-dire est-ce que notre façon de répondre à ce que leur statut est sécurisé? Il y a plusieurs réponses à cette question. La première question, ce serait de dire oui. C'est une politique sans intérêt, qui est alimentée par des extrêmes, qui aiment le conflit et qui, ne voulant pas regarder ce qu'ils font, vont faire la théorie du bouc émissaire en disant « c'est pas nous, c'est la justice » par exemple. Il y a aussi une autre façon de répondre, c'est de dire « prenons la réalité en face, n'ayons pas peur de regarder les problèmes tels qu'ils sont » et est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont les forces de l'ordre font leur mission les sécurisent, leur garantissent un cadre qui est le bon cadre, ou est-ce qu'il faut aller vers quelque chose de complètement différent, qui serait un cadre privilégié? Je crois que c'est au milieu que la réponse est la bonne. C'est de réfléchir d'abord à la réalité. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas mettre la réalité. Si aujourd'hui il y a une ébullition, d'abord elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est la résultante d'un long processus de dégradation qu'il faut analyser. Il ne faut pas penser par séquence, il faut penser en globalité. Une fois qu'on l'a analysé, il faut le comprendre et comprendre ce qui ne marche pas et quelles sont les vraies problématiques. Et à ce moment-là, est-ce que notre réponse judiciaire, est-ce que notre cadre juridique est adapté? Et est-ce qu'il faut le réadapter? Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, il faut écarter tout de suite l'idée d'avoir un statut privilégié. C'est pas notre doctrine et c'est pas nos grands principes dans notre démocratie. Mais un statut adapté, le Conseil constitutionnel le dit, c'est tout à fait possible si justement on ne sort pas de manière complètement folle du cadre. Là, je crois qu'il y a des pistes de réflexion très intéressantes. Nous, par exemple, notre syndicat a travaillé avec un autre syndicat, qui est un syndicat de police, puisqu'on appartient à la même confédération, qui s'appelle Unité SGPFO. D'abord, le fait de travailler ensemble démontre qu'on s'entend très bien et qu'il n'y a pas de problème entre les syndicats police-magistrats, en tout cas entre nos deux syndicats. Et il n'y a pas de problème, en fait, tout court, de posture les uns contre les autres. Ceux qui veulent ériger la police contre la justice, en fait, d'abord, sont assez minoritaires et se trompent de combat. Mais là, on les retrouve avec le ministre. Mais le ministre ne dit pas ça, tout à fait. Le ministre... Je n'ai pas dit qu'il disait ça, mais il y a quand même une sorte d'inclinaison à droite et de quelque part dans ces déclarations, une manière de solidariser avec ceux qui demandent ce statut d'exception, qui sont en particulier le syndicat Alliance. Voilà, alors moi je sais que le syndicat Unité SGPFO, lui, n'est pas du tout là-dessus. Par exemple, on a fait une proposition commune, et je crois que ça a été repris par le ministre comme une proposition intéressante, de réfléchir, je ne dis pas que c'est la solution, mais en tout cas c'est une idée, de réfléchir à des juridictions spécialisées qui seraient donc en charge d'examiner toutes les affaires où les forces de l'ordre utilisent les armes et où peut-être les policiers pourraient être mis en cause pour avoir des magistrats spécialisés qui connaissent bien les conditions d'intervention, le cadre légal et une jurisprudence, j'allais dire, unifiée, pour pas qu'il y ait trop de variations. Donc ça, c'est extrêmement important. Et surtout, pour que ces dossiers soient traités relativement vite. Pourquoi? Parce que vous le savez aujourd'hui, le temps de la justice est extrêmement long, que ce sont quand même des fonctionnaires chargés d'une mission de service public qui bénéficient de la présomption d'innocence et qui peuvent être suspendus des années. Regardez, l'affaire Traoré a duré 6 ans.
6 ans et elle n'est pas terminée. Donc, l'affaire Traoré, c'est cette affaire où des gendarmes ont été mis en cause de façon extrêmement violente pour avoir tué peut-être un jeune homme qu'ils avaient arrêté. Il semblerait que ça ne soit pas du tout le cas, puisqu'au bout de 6 ans d'enquête, on vient d'avoir des réquisitions de non-lieu qui laissent entendre qu'en fait, toutes les expertises disent que non, ils ne sont pas fautifs du décès lors de l'interpellation de ce jeune homme. Ceci dit, on a tendance à enflammer pendant 6 ans le débat public sur les violences policières. Et surtout, ça a eu pour effet que ces gendarmes ont été suspendus. C'est-à-dire que pendant 6 ans, ils ont été suspendus de leurs fonctions avec un statut relativement fragile. Donc la juridiction spécialisée, elle répondrait aussi à cette question, sachant que le temps de la justice n'est pas totalement incompressible, mais en tout cas, il pourrait être réduit. Et je pense qu'on ne peut pas, en tout cas, traiter ces affaires comme des affaires dans le lot commun, ne serait-ce que pour l'intérêt général, parce que ça doit aller le plus vite possible. Oui. Pour revenir sur ces policiers, il y a quand même ce sentiment de grogne. C'est plus qu'une grogne, hein. On sent vraiment que là, il y a une sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je parle de l'affaire de Marseille, de l'affaire liée à l'incarcération des policiers qui a été un peu le déclencheur de 2 policiers, donc à Nanterre et à Marseille. Les policiers ont l'impression d'être aux premières loges, mais en particulier même quand le pouvoir est menacé, quand il y a eu l'histoire des gilets jaunes, les émeutes en juin dernier. Ils ont une marge de manœuvre limitée, ils sont constamment scrutés. Est-ce que vous trouvez normal qu'en France, on finit par accuser a priori la police? Je regardais par exemple, dans un pays comme la Suisse, c'est l'inverse. Il faut prouver que le policier a commis la faute. Pourquoi est-ce que finalement, c'est pas ça qu'il faudrait changer? Alors, vous avez tout à fait raison. Ce que j'essayais de dire tout à l'heure, justement, en disant il y a une spécificité française aujourd'hui dans le débat public. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on arrive à cette tension actuelle, qu'il faut vraiment analyser dans toutes ses composantes, qui n'est pas simplement justice-police ou cadre juridique, mais qui est pratiquement une vision quasiment morale ou éthique d'une société par rapport à ses agents publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a un débat extrêmement récurrent d'une certaine partie de la classe politique, mais pas que, puisque vous avez aussi des syndicats de magistrats qui embrayent là-dessus, pour dire qu'à chaque fois qu'un policier intervient, il est quasiment en présomption de culpabilité, de violence policière, de discrimination, même on entend le mot systémique. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le débat public, il y a cette tension qui, en effet, qu'on ne retrouve pas dans les autres pays, ou au contraire, on défend sa police. Je pense même, on pourrait faire le parallèle avec la magistrature. Quand ce n'est pas la police, c'est la justice aussi qui est mise au pilori. Hein. Chacun son tour, chacun sa semaine. Oui. On va y venir parce que... Voilà, qui fait que d'un autre côté, il ne faut pas être angélique. Oui, bien sûr, il y a des problèmes dans la police et on le sait très bien. Et il y a une crise morale dans la police aujourd'hui extrêmement forte sur l'organisation, sur le recrutement, sur la formation aussi des policiers, notamment aussi à l'usage des armes, qui fait que sur cette crise morale s'ajoute une pression politique de certains pour dire « Ah non, mais de toute façon, dès qu'ils interviennent, ce sont quasiment des voyous. Et là-dessus, on rajoute une pression, j'allais dire, juridique, puisque maintenant, il y a des dépôts de plainte permanents et il y a en effet cette quasi-présomption de culpabilité. Alors, vous avez des mauvais policiers, donc l'idée, c'est pas de dire la police, il faut se mettre un bandeau sur le visage et dès qu'ils font quelque chose, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas le sujet. C'est comment on casse cette dynamique qui est extrêmement malsaine et qui est fausse et qui ne permet pas le discernement, c'est-à-dire le discernement serein, de dire quand il y a une faute, elle doit être analysée comme telle, mais quand un policier intervient, il ne peut pas avoir une présomption de violence policière, parce qu'à ce moment-là, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, eh bien, il va y avoir une fronde et plus personne ne voudra aller dans les rues protéger les citoyens. C'est quand même ça l'enjeu. Donc, la décision, elle n'est pas que juridique, elle n'est pas que politique, elle est quasiment éthique, c'est-à-dire qu'elle est celle d'un positionnement de toute une société par rapport à ces forces de l'ordre.
Je pense que là, c'est un gros travail qui est plus un travail d'ailleurs de l'ordre des idées déjà, qu'un travail de l'ordre des procédures. Et comment on redonne confiance à la fois aux forces de l'ordre pour aller travailler, comment on redonne confiance à une population qui, a priori, aime plutôt sa police, en plus. Comment on redonne confiance entre deux institutions qui ne peuvent en aucun cas s'opposer, qui est la police et la justice, parce que c'est là aussi que les choses sont en train de se dégrader. Et on l'a vu récemment, puisque la sortie du directeur de la police nationale a provoqué l'ire de certains dans le corps de la magistrature, avec des communiqués. Et donc, cette séquence, elle doit s'analyser sur, en fait, un long délitement, une longue dégradation. Je pense que l'affaire de Marseille est la goutte d'eau. Ce n'est pas le début de l'histoire, c'est la fin de l'histoire. Et en plus, moi, je ne connais pas ce dossier. Peut-être que ce dossier, d'ailleurs, n'est pas défendable. Je pense en même plus, que... a priori, il est moins défendable que J'en sais rien. L'affaire de Naël. Là, il y a une procédure qui a été... Oui, mais ce qui est intéressant, c'est pas tant le dossier, c'est ce qu'il révèle Bien sûr. en réalité en dessous de ce dossier. Et quand on lit avec honnêteté la déclaration de Frédéric Vaux, donc le directeur général de la police nationale, il est beaucoup plus modéré d'ailleurs que ce qu'on veut bien en dire, puisque lui, il parle de manière générale. Et de manière générale, il y a un problème qui est celui de la détention provisoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une société, il est vrai que la place d'un policier n'est pas d'être en prison et la place d'un délinquant d'être, j'allais dire, hors de prison. Et je crois que c'est là où je parle d'une question morale et d'une posture morale, c'est-à-dire que ça choque. Ça ne veut pas dire que les policiers ne peuvent pas aller en détention. Heureusement qu'un policier peut aller en détention s'il commet un crime, il ne manquerait plus que ça. Il n'y a pas d'immunité pour la police. Mais en fait, il y a quelque chose qui est en train de vriller dans la perception aujourd'hui des valeurs. Et je crois que c'est là qu'il faut remettre les choses à l'endroit, avec sérénité. Et ça ne passera que par un débat. C'est-à-dire que par un face-à-face. C'est-à-dire que si on ne se parle pas entre la police et la justice, on ne va jamais régler le problème. Et pour se parler, il faut que chacun descende de ses postures. D'un côté, la police, pour certains, qui disent le problème de la police, c'est la justice. Et d'un côté, il faut aussi balayer de notre côté, du côté de la justice, accepter, et ça c'est compliqué, quelques remises en question. Je ne vais pas dire en cause, en question. C'est-à-dire déjà, est-ce que dans nos pratiques judiciaires, il y a des choses à améliorer ? C'est-à-dire que la justice ne peut pas se montrer comme une tour d'ivoire que l'on ne pourrait jamais critiquer. D'ailleurs, ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme, je crois que c'est l'article 15, tout agent public doit rendre des comptes. Et le fait de dire, attention, séparation des pouvoirs, vous ne pouvez pas critiquer l'action de la justice, en fait, peut choquer. Alors moi, j'entends bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que la justice travaille sereinement, bien sûr. Mais la justice doit aussi accepter, et ça c'est une révolution culturelle, des remises en question. Il n'y a pas d'ailleurs d'interdiction de critique des décisions de justice. Ce n'est pas vrai. Ce qui est interdit par le Code pénal, c'est de porter le discrédit sur l'action de la justice. Donc, un débat serein n'est pas là pour porter le discrédit sur une organisation. Elle est là pour dire, est-ce que là, ça fonctionne bien ? Est-ce que là, on est sur des bonnes pratiques ? Est-ce que là, la justice est juste dans sa manière d'appréhender ? Et la question de la détention, on voit bien que c'est un point chaud d'achoppement qui révèle beaucoup d'autres choses en réalité. Alors, au quotidien, et tout le monde vous le dira, police et justice s'entendent très bien et fonctionnent très bien. Mais là, ce point chaud, il est presque intellectuellement celui d'une rupture que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est qu'intellectuellement, un policier n'est pas en détention. Et la réponse, elle est assez simple, c'est que notre code pénal dit que la détention est exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est le dernier ultime recours. Et que disent les policiers ? Ils disent, mais nous, on ne comprend pas parce qu'on a des garanties de représentation. Les critères de la détention, il faut quand même, pour ceux qui ne les connaissent pas, les rappeler. Au criminel, c'est l'ordre public, c'est-à-dire éviter que l'ordre public soit mis en cause si un délinquant, enfin en tout cas un délinquant, un présumé innocent mais qui est mis en cause dans une affaire se retrouverait dehors, ça pourrait provoquer des émeutes. On a vu que d'ailleurs qu'avec l'affaire Naël, ça a été l'inverse. C'est que le fait de le mettre en détention a provoqué des émeutes.
émeutes. Ouais, bien sûr, tout à fait. Les autres critères, c'est les garanties de représentation. Un policier en a, évidemment, des garanties de représentation, le risque de collusion, le risque de pression sur les victimes. Et là, les policiers disent, mais attendez, on est traités comme des voyous. Ça veut dire que quand on est mis en cause dans notre mission de service public de défendre et de tirer parce qu'on n'a pas le choix, on nous traite comme des voyous parce qu'on laisse penser qu'on pourrait faire des pressions sur les victimes, interférer dans le cours de la justice, etc. Et c'est ça aussi qui est très mal vécu. Et ce qui est un peu contradictoire aujourd'hui, c'est que toutes les dernières réformes et toute la philosophie pénale dit n'utilisez plus la détention provisoire. Et ça a été intégré, y compris chez les policiers qui tous les jours arrêtent des délinquants et les voient ressortir sur ce principe-là. Et ils se disent, mais attendez, nous on passe notre temps à voir des délinquants qui ressortent et nous quand on est dans notre mission, on va en détention. Et c'est ça qui est choquant. Et c'est ça qu'il faut régler. Oui. Alors, je vais revenir maintenant sur la question de la justice, parce que quand les magistrats sont critiqués, généralement, quand l'appareil judiciaire français, sa manière de se défendre, c'est de dire manque de moyens. Vous direz, les policiers aussi le font. Il y a eu une réforme de la justice qui a été portée par Éric Dupond-Moretti au Parlement. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les magistrats ont les moyens d'exercer leurs fonctions, ou est-ce qu'on est encore dans un domaine sous-financé ou qui n'a pas les moyens de travailler efficacement? Alors, la réforme, elle vient d'être votée, donc elle n'est pas effective en réalité. Je sais, mais elle est sur une bonne trajectoire. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur, et on peut remercier pour ça le ministre, il y a peu de ministres qui ont pris à corps cette problématique. On avait Urvoas qui l'avait déjà pris à corps, parce que c'était un des premiers à dire, non mais attendez, là c'est une clochardisation. Le mot était très fort quand même. Pour une mission régalienne, ça fait quand même peur. Éric Dupond-Moretti se targue justement qu'il y a eu une avancée en termes de financement, comme il n'y en a pas eu depuis des dizaines d'années. L'avancée est sur le papier parce que ça vient tout juste d'être voté, donc les effets ne sont pas encore visibles. Et on est sur une trajectoire qui est celle d'un rattrapage, c'est-à-dire qu'on vient tellement de loin que, évidemment, quand vous dites je vais recruter 1000 personnes, une fois que vous l'avez dit, ils ne sont pas encore là. Surtout qu'un magistrat, c'est très long, etc. Donc, oui, on est sur une bonne trajectoire. Non, on n'est pas encore au rendez-vous. Oui, normalement, on devrait aller mieux. Non, si derrière, ces augmentations de moyens en termes matériels et en termes humains ne sont pas adossées à une vraie vision stratégique de nos besoins. C'est-à-dire que, et on le sait très bien, il ne suffit pas de rajouter de l'argent ou des hommes pour faire en sorte qu'une organisation devienne performante. Il faut derrière analyser pourquoi elle ne l'est pas. Parce que là, il y a d'autres sujets derrière. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup de moyens sur un modèle économique qui dysfonctionne, vous aurez des résultats qui sont marginaux. C'est un peu la même problématique dans la justice. Si vous mettez beaucoup de moyens, et on n'en est pas encore là, mais en tout cas plus de moyens sur une organisation qui est obsolète et qui n'est pas au rendez-vous, et c'est toute la problématique des policiers qu'on vient d'ailleurs d'évoquer, de la chaîne pénale, à ce moment-là, vous n'aurez pas nécessairement des résultats attendus. Alors cette semaine, on a appris que ce ministre de la Justice sera jugé pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de ses fonctions de garde des Sceaux. Est-ce qu'avec lui, finalement, ce n'est pas toute l'institution judiciaire qui est fragilisée ? Non, je ne crois pas. Je pense que justement, alors c'est un peu dur ce que je vais dire, mais le ministre de la Justice reste juste une personne à temps limité sur une fonction qui est celle déjà du chef d'une administration. Et on voit bien que pour le coup, l'administration est plutôt sur une trajectoire qui est en train de se redresser, grâce à lui. Sur le plan politique, et moi je ne suis pas là pour juger, mais sur le plan politique, je peux simplement dire qu'on est en totale contradiction avec ce qu'avait dit Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir, qui était de dire, je ne sais pas si je le cite bien, mais un ministre mis en examen, il ne peut pas rester. On l'a eu aussi
aussi avec Bayrou, hein, Oui. qui a dû partir. Il restait à peine un mois. Oui. Après, bon, moi je suis pas de politique, hein. D'ailleurs, c'est l'ADN de notre syndicat, c'est justement de ne Oui. pas faire de politique. Est-ce que l'institution est abîmée? Je ne sais pas, c'est plus... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une situation inédite qui est problématique, ça c'est sûr, puisqu'on va avoir un ministre maintenant qui va nécessairement prendre beaucoup de temps pour sa défense, donc il ne sera plus à son poste. Donc rien que pour ça, ça pose un problème. Et puis, en effet, c'est une situation qui est particulière, puisqu'il est quand même chef d'une administration, il a quand même une autorité sur des magistrats, notamment sur leur carrière, et il va être jugé par ces magistrats. Alors, encore une fois, j'y tiens beaucoup et je ne vois pas pourquoi le ministre serait non plus au-dessous ou au-dessus des lois. Il n'est pas au-dessus des lois, la preuve c'est qu'il est renvoyé, mais il n'est pas en dessous non plus. Il garantit il a aussi une présomption d'innocence, mais c'est vrai que la situation est surtout compliquée pour lui, ça je l'entends. Je pense que c'est un ministre qui n'a pas autant de liberté aujourd'hui, surtout par rapport à cette position particulière. Alors, justement, ce ministre-là, par rapport à celui dont on a parlé avant, en l'occurrence Gérald Darmanin, on sait que de notoriété publique, ces deux personnes ne s'entendent pas. Ah bon? Est-ce que d'un point de vue social, migratoire, au niveau de la cohésion nationale, le pays traverse une grave crise? Est-ce que ce n'est pas dommageable d'avoir aux commandes, dans un tandem police-justice, deux personnes totalement antagonistes? Alors, moi, je ne sais pas s'ils s'entendent ou ils ne s'entendent pas, ça j'en Ils sais. s'entendent peut-être mieux qu'ils ne le laissent pas penser, mais en tout cas, on est quand même sur un Darmanin qui a, je dirais, des accents sarkozystes, et puis un Dupond-Moretti qui regrette son passé de défenseur, d'avocat des voyous, quoi. Alors, moi, ce que je peux dire, en tout cas, de ma petite expérience de syndicaliste, c'est que, et bizarrement, et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus lointain que ce duo actuel, c'est qu'on n'a jamais eu vraiment des binômes ministère de l'Intérieur et ministère de la Justice qui fonctionnaient. Rappelez-vous, on avait mis, alors, je ne sais pas pourquoi, on a tendance à dire « Ah, on va en mettre un de droite, un de gauche », comme s'il fallait avoir une jambe de droite, une jambe de gauche. Je me souviens du binôme qui était explosif entre Manuel Valls et Christiane Taubira, plus qu'explosif, hein, rien à voir avec ce qu'on pourrait présumer là sur leur relation. Moi, c'est ça qui me pose problème, c'est-à-dire que c'est au niveau au-dessus. C'est-à-dire comment aujourd'hui on ne peut pas penser que, et c'est pour ça qu'on en arrive là aujourd'hui d'ailleurs, que bien évidemment le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice doivent être dans une totale fluidité. Je n'ai pas dit une totale collusion parce que ça ferait hurler certains, mais une totale fluidité. Pourquoi? Parce que sur le terrain, on est sur ce qu'on appelle une chaîne pénale. Et si vous avez une cassure sur une chaîne, la chaîne, elle ne fonctionne pas. Donc, bien évidemment, et c'est ce que je regrette, ce sera peut-être le mot de la fin, c'est que quand, avec le syndicat d'unité SGP Police, on avait réclamé, il y a maintenant 2-3 ans, des états généraux. États généraux qu'on a fini par avoir. Oui, bien sûr. On avait précisé, on avait même fait une tribune dans Le Monde ou Le Figaro, je ne sais plus, une tribune en disant « Nous voulons des états généraux de la justice et de la sécurité ». Qu'est-ce qui se passe en France? C'est ce que d'ailleurs décrit très bien le philosophe Edgar Morin, c'est qu'on travaille en silo. Et on travaille en silo dans la pensée et dans l'action. Or, on ne peut pas travailler en silo entre la police et la justice, puisque nous sommes partenaires. Au contraire, il faut nous faire travailler ensemble, y compris face à face, pour nous dire en face à face ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce face à face, maintenant, il a lieu dans les médias, là où il devrait avoir lieu dans les institutions, ce que j'appelle le débat en fait, et non pas le combat. Et c'est pour ça que ça prend une forme de crise. Et ces états généraux de la justice et de la sécurité n'ont pas eu lieu. On a eu d'un côté le Beauvau de la sécurité, rappelez-vous, et on a eu d'un côté les états généraux de la justice. Donc en fait, on n'a pas réglé nos problèmes, puisqu'on ne sait pas parler. Qui va pouvoir nous faire parler, en dehors de toute polémique, pour nous faire avancer? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à mettre la poussière sous le tapis. De toute façon, on voit très bien que sinon,
la séquence peut-être peut s'arrêter. Hein. Vous savez, c'est comme les émeutes. Oui. Les émeutes s'arrêtent faute de munitions. Bon, là aussi, ça peut s'arrêter parce que les incendies vont prendre le devant de la scène ou je ne sais quoi. Mais elle reviendra, cette séquence. C'est-à-dire que si vous ne réglez pas les problèmes de fond, ils reviennent de toute façon en boomerang et de façon beaucoup plus grave. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, on monte d'un cran. Ouais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire une séquence de rattrapage urgente pour se remettre tous autour de la table, s'expliquer, travailler ensemble. Et il en va même de l'équilibre de notre démocratie, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on donne à voir est juste catastrophique. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un pays où, comme ça, 2 institutions régaliennes s'invectivent, plus ou moins avec élégance. Alors que la maison brûle. Alors que la maison brûle. Très beau mot de la fin, on dira. Merci beaucoup, Béatrice Bruguière. À vous, auditeurs d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube et abonnés de notre plateforme Omerta. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien. À bientôt.